Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Visiblement, vous êtes déjà bien réveillés dans le chat, vous parlez dans toutes les langues. Déjà, je remercie donc Daniele Botticelli, excellent journaliste italien que je remercie de, de me follow. Ouais, bon, par contre, je peux à la rigueur sortir quelques petits mots en allemand, en italien, en espagnol, etc. Par contre, j'avoue que le danois et le japonais, ça va vite être limité. Et je remercie donc Daniele et le Lilion et Ziptest pour leur follow depuis leur dernier live. Merci à vous trois. C'est exceptionnel. Je parle un peu de ma life, hein. Mais sur Twitter, j'ai un peu percé. Hein. J'ai un peu percé. Enfin, en vrai, là, sur les dernières semaines, je sais pas ce qui se passe. J'ai plafonné pendant je sais pas combien de temps à 3900 et puis là j'ai gagné des centaines de followers d'un coup. C'est trop trop cool. Merci, merci aux nouveaux s'ils sont là présents sur le live. Si vous êtes nouveau, bah écoutez, mettez-vous à l'aise. On est là pour parler de formule de promotion. On est là pour parler de F2, de F3, de F4. Aussi parler de F1 parce que c'est évidemment le retour de la F1. Ce week-end, on va être assez chill. J'avoue que formule de promotion, il n'y a pas une actu débordante, mais quand même, il y a des petites choses qui se sont passées, notamment des tests de Formule 3, des tests de Freca, des tests de Formule 4, et aussi pas mal de nouvelles rumeurs en Formule 2. Alors en Formule 3, la grille a l'air de se façonner, donc bon, on va pas redire et redire des choses que j'ai déjà dit ou soit sur Twitch ou soit sur Twitter. Mais en F2, il y a des nouvelles informations avec l'aide notamment d'Auto Hebdo, qui a sorti un bel article, un bel article sur les dernières rumeurs en F2 et ça vient confirmer ou infirmer des choses que j'ai entendues. On y reviendra bien évidemment. Évidemment, le petit PowerPoint est déjà tout prêt et ça c'est beau. Donc évidemment, on va parler de plusieurs sujets différents. On va parler des premières annonces de Macao, puisque l'air de rien, ça commence à tomber, surtout depuis cette semaine. On va parler de la situation qui est toujours en chamboulement constant chez Red Bull, avec notamment le départ de Ricciardo et l'arrivée de Liam Lawson. Qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour notre cher français Isaac Hadjar? Pour les tests F3, alors, en vrai, on va pas beaucoup en parler. On va en parler si vous voulez, mais en fait, bah, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc certes, les pilotes ont roulé. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on peut dire des chronos, ce que ça peut dire des performances, voilà, on peut en parler. Alors certes, il y a des pilotes qui se sont un peu plus distingués que d'autres, notamment des redoublants qui ont étalé leur expérience et leur talent quand même. Mais en dehors de ça, franchement, en plus c'est avec les anciennes voitures, c'était le dernier roulage de ces voitures de F3. Ça va pas changer grand chose. Ça sera pas ces performances-là en 2025. Il y aura des nouvelles voitures. Donc je vous avoue que les essais de F3, j'ai suivi ça d'un œil, mais voilà, on va pas en tirer beaucoup de conclusions. Nils Cullen promu de dernier de F2 à dernier en F3, bah même pas, vu que Nils Cullen il a même pas fait les essais de F3 de Barcelone, il avait fait ceux de Jerez la semaine dernière, mais là il a été remplacé par Carrasquedo, donc Nils Cullen, notre ami, notre fiston de PDG de, je confonds toujours, je crois que c'est Booking. Bah, je sais pas ce qu'il fera. Je sais pas ce qu'il fera. Peut-être retour aux États-Unis. Je ne sais pas exactement ce qu'il fera. Preview de la finale d'Euroformula? Non, puisque c'est un championnat qu'on couvre toujours pas pour la simple et bonne raison qu'il y a à peu près 6 voitures, 5 voitures à plein temps. Et que surtout, les pilotes sont pas d'un niveau exceptionnel. On va directement commencer avec cette info que vous avez peut-être loupée, parce que personne n'en a parlé, j'ai l'impression. Mais quand même, l'info est tombée. Dennis Sauger ne refera pas de 4ème saison de Formule 2. C'est peut-être, voilà, personne n'en a parlé. Mais Dennis Sauger va faire les tests d'Indy Next, donc l'antichambre de l'IndyCar. Dennis Sauger, après 3 saisons en F2, va partir vers d'autres horizons. C'est officiel. Alors, il va faire les tests. Il va faire les tests d'Indy Next avec Andretti. Je remercie Goodstone. Goodstone, bah, je croyais que tu me follow, je croyais que tu me followais déjà, mais merci à toi pour le follow. Il nous fait une Caio Colette. Auger ne devient plus Bochum, dommage. Bah, c'est vrai que il y avait quand même eu cette grosse rumeur comme quoi Auger pourrait faire une 4ème année. Et là, franchement, une 4ème année, enfin.
Vous savez ce que je pense des troisième années. Felipe Drugovich, Théo Pourchaire m'ont montré. Au mieux, t'es champion et tu fais rien de ta vie après. Au pire, ta carrière est un peu foutue. T'es pas considéré, t'es pas voilà. Donc faire une quatrième saison, ça te propulse dans une catégorie des voilà, des Ralph Boschung, des Roy Nissany. Évidemment, Auger un peu plus, a même beaucoup plus de talent, mais quand même, tu veux pas faire une carrière complète en Formule 2. C'est la première fois que j'écoute le live. Bah écoute, fais comme chez toi, fais comme chez toi, et mets-toi bien. C'est déjà ça, il peut avoir une perspective. Ouais, bah après, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il aille en Indy Next et pas en IndyCar directement, puisque c'est quand même un pilote qui a des plutôt bons sponsors, en tout cas en Norvège, il est quand même bien soutenu. Et je sais pas, normalement les pilotes de F2, bah, ils vont directement en IndyCar. En tout cas, c'était un peu la tradition qu'on avait vue avec Christian Lundgaard, Marcus Armstrong ou bien d'autres. Comment ça, Pourchaire, il a signé en influenceur TikTok. Oui, bah, Théo Pourchaire, oui, bah, Théo Pourchaire, je sais toujours pas ce qu'il va faire, hein. Je sais pas si vous. Alors, moi, j'ai pas écouté toute son interview chez RMC, mais je l'ai un peu écouté en rentrant du travail, puisque c'est passé comme ça à la radio, RMC qui parle de Théo Pourchaire. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, bah, l'interview nous a pas appris grand chose. En vrai, l'interview de Théo Pourchaire, c'est un peu déprimant, hein. Il dit qu'il a pas vraiment de voilà, il a pas l'air d'avoir grand chose sur la table, qu'il a plus l'air d'avoir beaucoup d'argent à aligner, donc c'était un peu la déprime. Du peu que j'ai entendu de l'interview, en tout cas de ceux qu'ils ont retransmis à la radio, je pense qu'il doit y avoir la version complète sur le site ou en podcast, je ne sais pas exactement. Théo pas cher, bah là c'est ouais pas cher du tout là. Euh, c'est le meilleur championnat pour relancer sa carrière aux États-Unis si t'as pas de place en IndyCar. Louis Foster qui galérait en Neo Formula a gagné l'Indy Next et maintenant il a baqué en IndyCar. Mais je critique pas du tout l'Indy Next, c'est l'antichambre de l'IndyCar et contrairement à la F2, ce championnat marche, ce championnat est considéré, donc non, ça reste un bon championnat, mais je trouve ça un peu surprenant qu'il n'ait pas trouvé de débouché dans un championnat professionnel, dans un championnat où il aurait pu être ouais, dans un vrai championnat professionnel, plutôt que de rester en formule de promotion, parce qu'au final, il reste une formule de promotion une année de plus. Donc, un peu surpris de ça, mais je suis convaincu qu'il fera un excellent travail. Dennis Auger, bon, la prédiction a un peu foiré, mais à chaque fois que je parle de Dennis Auger, je ressors cette anecdote, mais en 2019, quand il se battait avec Théo Pourchaire en F4 allemande, j'étais persuadé, mais persuadé, je le savais au fond de moi, que Auger et Pourchaire se battraient en Formule 1 dans les années à venir, pour les titres, pour les victoires. Bon, bah écoutez, j'étais jeune et insouciant. Euh, L'un a quand même fait champion de F2, ce qui est quand même pas rien, hein. On parlait de gamins de 15-16 ans en F4. L'un a quand même fait champion de F2, mais bon, la F1, a priori, c'est pas pour tout de suite. Si pour Cher et Vip sont pas de place en Indy, Auger n'aurait pas pu non plus. Ouais, mais Auger, je sais pas, pour moi, il y avait plus de soutien. Il y avait plus de soutien financier pour moi. Après, voilà, pour Cher, normalement. Bah merci Yann Rust en tout cas pour le lien. À voir après, hein, puisque là vous êtes sur un excellent live, il n'y a absolument aucune raison de partir, vous en faites pas. Juste après la slide sur Dennis Auger, on va parler un peu des différentes rumeurs en F2, et notamment de celles balancées par Auto Hebdo. Rumeurs slash info, plus ou moins. En fait, Pourchaire, ouais, je comprends pas. Je comprends pas la situation de Théo Pourchaire, puisque il était riche quand même. En F3, c'était l'un des pilotes les plus riches. Il pouvait faire tout plein d'essais. Il pouvait, voilà, en F2 aussi, il était encore très bien soutenu. Et là, bah ouais, depuis en fait, depuis que Frédéric Vasseur est parti du giron Sauber pour aller chez Ferrari, t'as l'impression que Théo Pourchaire, il a plus rien. Il a plus rien à côté de lui, il n'y a plus de soutien en interne chez Sauber, il y a plus d'argent, puisque, voilà, normalement, Théo Pourchaire, c'est un gars qui a quand même eu assez de financement pour passer directement de F4 à F3, ce qui est un step assez rare pour être souligné, pour être fait. D'habitude, les gens passent par la Formule Renault Eurocup, à l'époque, qui est aujourd'hui la FRECA. Théo Pourchaire, il avait quand même de l'argent à un moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, et pourtant bah, les performances ont clairement suivi. Hein. Champion de F2 à 20 ans, il n'y a que Leclerc, Russell et Piastri qui l'ont fait. Certes, c'était dans leur première année, mais voilà, je l'ai déjà dit, mais pour moi, Théo Pourchaire, c'est un pilote qui est peut-être arrivé trop vite en F3, F2, et qui aurait dû peut-être un peu plus mûrir dans des championnats intermédiaires comme la Formule Renault, la Formule Africa, etc. Et qui avait peut-être pas tout pour performer directement en F2, ou en tout cas qui était trop irrégulier. Peut-être son budget est passé dans les saisons de F2. Bah, si c'est le cas, c'est un très mauvais calcul quand même. Hein. Enfin, si c'est le cas, c'est un très mauvais calcul. In ambito in the next, James Rowe confermato in Andretti per il 2025 la sua quarta stagione nella categoria. Donc il y a quand même des gens qui font 4 saisons en Indy Next hein, quand même. Hein. Il y a... Bon. Voilà, il y a pas que en F2 où on peut faire carrière. Visiblement, James Rowe fait 4 saisons en Indy Next. Bah voilà, il y a des gens qui font toute une carrière en formule de promotion et qui sont contents. Avis sur Crawford qui a re-signé. Bon, en vrai, je l'avais un peu prédit. Je l'avais prédit d'ailleurs. Je l'avais prédit dans les prédictions, ça tombe bien, de grille de Formule 2 où j'avais dit Crawford chez Dams. Bah, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, une troisième saison, ça ne sert à rien. C'est juste pour essayer d'avoir un peu plus de cotes ou quelque chose comme ça, mais en tout cas pour la F1 c'est mort. Après 3 saisons de F2, tu ne peux pas aller en F1. Drogovic et Pourchaire sont les meilleures preuves de ça. Donc wow, merci beaucoup à Unstop Rob, que j'avais rencontré, enfin que j'avais déjà rencontré avant, mais que j'avais rencontré à Londres. Et c'est quand même une anecdote assez marrante. Merci beaucoup Lucas pour le follow. Rob, on s'était vu cette année à Londres alors qu'on voyageait tous les deux, ce qui était quand même assez drôle. Écoutez, je profite de ce raid pour passer peut-être à la partie la plus intéressante du live, la partie la plus croustillante. Merci beaucoup à Antoine Serre pour le follow. Les prédictions de grille F2, vous connaissez peut-être pas, mais on a l'habitude de prédire les grilles de F2, F3. Les grilles de F3, ça s'est plutôt bien formé quand même à 90%. Et la grille de F2, il y a en plus des informations assez récentes qui sont venues de la part de nos confrères d'Auto Hebdo, avec des petites surprises quand même, des choses qu'on avait vu venir. En vrai, il y a pas mal de choses qui ont été confirmées. J'ai lisé l'article d'Auto Hebdo et j'étais en mode oui, ok, c'est logique. Merci beaucoup à WineRazor66 pour le follow. Attends, ça va parler du moto. Il y a bien des pilotes qui ont été 6 fois champions de Moto 2. Ouais, alors je sais pas exactement pour le Moto 2. Je sais pas exactement. Je pense tu peux être un peu plus professionnel en Moto 2 et c'est un championnat du monde. Il y a 115 personnes sur le live. Oh la pression. Il y a la pression. Pour Justy, j'ai pas compris. Mais c'est quelque chose dont on a parlé, dont Auto Hebdo a parlé, mais a priori, il y aurait eu des discussions à un moment, mais Justy a trouvé plus sage de passer par la F3, je pense aussi. Mais vraiment, si vous lisez l'article Auto Hebdo, là c'est pas une info que moi je balance comme ça. Non, c'était un truc qu'il y avait sur l'article d'Auto Hebdo. Auto Hebdo qui est quand même la référence française journalistique. Donc j'imagine quand même qu'il y a dû avoir un minimum de discussion à un moment. Mais donc a priori voilà, Justy va s'orienter vers la F3 normalement chez MP Motorsport si tout se passe bien. Donc on a des pilotes déjà confirmés, ça y a pas de souci. Leonardo Fornaroli, le champion de F3, va chez Invicta. Arvin Lindblad, révélation de l'année en F3, va chez Campos, toujours avec le soutien de Red Bull. Jack Crawford a été signé chez Dams, bon, pour une 3e saison. Voilà, ça reste un pilote très jeune. Donc en soi, je peux comprendre l'idée, mais voilà, c'est un pilote qui n'ira jamais en Formule 1. Son train est passé, il a probablement laissé passer sa chance, sa réputation, sa cote quand il était encore en F2. Donc, bon, Crawford, ça jouera devant, mais pourquoi faire? Et on a des petites nouvelles infos. On a des petites nouvelles infos. Par où commencer? J'ai envie de commencer par un prisme très franco-français et de commencer par Hard Grand Prix, où a priori, ce que je disais, ce qu'on voit par-ci, par-là, etc., a l'air de se confirmer. Victor Martins a l'air parti pour faire une 3e année de F2 à 23 ans.
Si vous avez une explication, s'il y a quelqu'un qui veut se faire l'avocat du diable et essayer de m'expliquer qu'est-ce qu'a Victor Martins à y gagner, à faire une 3e saison de Formule 2, donc ça veut dire une saison à 2-3 millions d'euros, hein, on le rappelle, avec des moteurs pas fiables ou pas performants, avec des voitures, enfin voilà, je vais pas vous refaire la saison actuelle de Victor Martins, voilà, il a une malchance pas possible, et son classement actuel représente pas son vrai potentiel, son vrai talent. D'ailleurs, de même, Oliver Berman n'est pas le 15e meilleur pilote de F2, non. Quel est le sommaire de ce soir? Alors pour l'instant, pour ceux qui rejoignent, d'abord on va surtout parler là en grand des grosses rumeurs de F2, notamment avec l'article d'Auto Hebdo. Puis ensuite ça va parler un peu de la situation chez Red Bull et V-Carb avec Lawson qui remplace Ricciardo. Qu'est-ce que ça veut dire notamment pour Isaac Hadjar? Puis ensuite on va aller sur des sujets un peu plus loin de la F1 en parlant des tests de F3, de Freca, de F4. Là c'est pour les initiés, mais si vous voulez découvrir, c'est toujours ouvert, bien sûr. Il a peut-être rien de mieux pour l'année prochaine. Ouais, mais une 3e saison de F2, ça veut dire... Enfin voilà, il y a un budget à sortir. Pour au final faire quoi? Imagine, il a encore 36 000 casse-moteurs, et il fait 9e. Et à l'inverse, imagine, il fait champion. Il se passe quoi? Théo Pourchaire, il a été champion sur sa 3e année, avec pourtant une progression bien linéaire, 5e, 2e, 1er. Théo Pourchaire pointe à France Travail aujourd'hui. Donc, pour lui aussi, le train est passé, je pense, opportunité en WEC peut-être. En vrai, à choisir, j'aurais préféré directement qu'il se réoriente. Qu'il prépare son avenir. Donc peut-être, je dis peut-être pas forcément d'aller en hypercar, puisque évidemment les places sont très chères, on est entré dans un âge d'or de l'hypercar, mais je sais pas, est-ce que ce serait pas de l'argent qui serait mieux dépensé à faire un super gros programme en LMP2, à montrer que t'es l'un des tout meilleurs pilotes, et à prétendre ensuite à une place en hypercar? Je vois pas ce que va apporter cette 3e année de F2. Ça vaut pour Crawford et ça vaut encore plus pour Martins, qui est 4 ans plus âgé que lui. Je vois pas... En fait, en début d'année, je croyais vraiment à l'hypothèse Victor Martins chez Alpine en F1 en 2025, mais c'était conditionné forcément à un titre F2. Et un titre F2, c'est possible avec la manière. Mais là, le timing est plus bon. Victor Martins, il peut plus se retrouver en F1. Il me semble qu'il disait dans un podcast avec Hydro qu'il voulait juste la F1 et pas d'autre chose. Oui, après, est-ce que c'est réaliste? Puisque là, voilà, en fin 2025, imagine, Victor Martins est champion de F2, il a éclaté tout le monde, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place chez Alpine, puisque... Alors voilà, je suis absolument pas un supporter de Jack Doohan, loin de là d'ailleurs, c'est l'un des rookies en F1 2025 que je cote le moins, en tout cas que voilà, pour moi il est surtout placé par Flavio Briatore, mais Jack Doohan ils vont pas le virer en un an. Et Pierre Gasly, il va pas partir fin 2025 a priori, alors qu'il y a potentiellement le moteur, enfin a priori il y a le moteur Mercedes qui arrive en 2026, tu vas pas partir maintenant, donc il y a un souci. Pour moi, il y a un souci. Ils disent tout ça et après, ils sont bien obligés de revoir leurs objectifs. Pour moi, en même temps, tu dois montrer ton ambition. Tu dois montrer ton ambition de F1, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, je crois que le train Victor Martins, pour la Formule 1 en tout cas, est passé. Et c'est dommage puisque... au vu de tous les retours d'ingénieurs, de mécanos, de personnes qui ont travaillé avec lui, je reste convaincu, pour moi, Victor Martins est le pilote le plus rapide et le meilleur pilote en niveau pur en Formule 2. Je ne sais pas si c'est celui qui a le plus grand potentiel, car je pense qu'il y a peut-être des gens comme Antonelli qui peuvent lui passer devant, mais pour moi, c'est le meilleur pilote. Alors après, c'est pas quelque chose que je peux étayer sur des faits objectifs, donc voilà. Et d'ailleurs, personnellement, moi, je préfère Isaac Hadjar, mais je pense que Victor Martins a un niveau meilleur, mais voilà, peut-être que Isaac Hadjar a un meilleur timing, et a priori, on en parlera d'Isaac Hadjar, a priori, il a un bien meilleur timing. C'était cette année qu'il fallait gagner, bah ouais, et du coup, pourquoi faire, quoi? Pourquoi faire? Sa 3e année en Freca lui coûte cher. Ah bah ça, alors... on peut partir sur un débat parallèle, mais après
Renault/Alpine a fait n'importe quoi avec lui et il n'aurait absolument pas dû virer Victor Martins pour prendre Piastri qui est ensuite parti. Enfin, je veux dire, après la deuxième année, il fallait garder Victor Martins, il fallait le faire monter en F3. Bref, c'est une bêtise sans nom. Surtout qu'il y a Maini qui va toquer à la porte très vite. Alors Maini, c'est pas une menace, hein. Il a pour l'instant 0 points de super licence, donc c'est pas une menace. C'est pas une menace couche Maini. Par contre, on peut penser à des pilotes un peu venant d'autres horizons, ou alors un peu plus jeunes. On peut penser à des pilotes comme Gabriel Emini, qui arrivera selon toute vraisemblance en F2 chez Prema, et qui est soutenu par l'Alpine Academy, et qui a quand même un joli palmarès, même s'il n'a fait que vice-champion de F3 sur sa deuxième année. C'est quand même pas mauvais. Gabriel Emini, donc voilà, qui est 4 ans plus jeune que Victor Martins. On pourrait aussi ajouter un Paul Aron à cette équation, c'est pas trop ce qu'il fera le pilote estonien. Et Paul Aron, c'est un pilote soutenu par Hightech et soutenu par Oliver Hawks, le nouveau team principal d'Alpine. À quel point est-ce que Paul Aron va s'intégrer chez Alpine F1? Pour l'instant, c'est pas sûr. A priori, voilà, le futur de Paul Aron a l'air assez flou. D'ailleurs, l'article d'Auto-Hepto le confirme. On ne sait pas trop ce que fera Paul Aron, mais on n'a pas l'air de se diriger vers une deuxième saison. De ce qu'Auto-Hebdo semble dire, on n'a pas l'air de se diriger vers une deuxième saison. Donc. Mais est-ce que Paul Aron va être réserviste? Mais dans ce cas, Martins, il court avec qui? S'il court plus dans une académie, Victor Martins, il n'y a vraiment plus aucune chance de F1. Donc, bon, voilà. Il va y avoir des changements chez Alpine Academy. Oui, c'est ce qu'on entend, mais aussi, voilà, changement qui pour venir, qui pour partir. C'est bon, c'est pas super, ça reste encore flou les contours de l'Alpine Academy. De toute façon, tout ce qui a trait à Alpine est flou. Voilà, donc force à l'académie. Tu as oublié Woodstock, mais alors toi. Donc, Victor Martins repartirait pour une 3e année. Allez, je vais prendre un cul sec de vodka, je pense. À ses côtés, a priori, on n'aurait ni Luke Browning, son actuel coéquipier, ni Zach O'Sullivan, son ancien coéquipier, ni même Christian Mansell. Ça me surprend un petit peu, puisque je l'avais dans ma liste de candidats, mais on aurait potentiellement un Ritomo Miyata. Ritomo Miyata, en plus, c'est très intéressant, qui a l'air de repartir pour une 2e année, avec le soutien du nouveau partenaire de Haas, Toyota. Donc, Ritomo Miyata, c'est quand même ART, quand même, la moyenne d'âge, l'an prochain, ça sera 25 ans. Ritomo Miyata, il est né en 90... je crois qu'il est né en 99, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait quand même un line-up de F2 super vieux. C'est pas tant que ça pose problème, parce que Martins et Miyata sont 2 pilotes extrêmement talentueux. J'ai déjà parlé de Martins et Miyata. Comment dire, Miyata Miyata, c'est quand même un champion de Super Formula, de champion de Super GT. Je pense juste qu'il a eu potentiellement un moteur Mecachrome pas exceptionnel, on va dire. Un moteur de merguez, comme dirait Franco Colapinto. Et peut-être aussi des difficultés à s'adapter à l'Europe. C'était sa première saison complète en dehors du Japon. Pas forcément simple de s'adapter à un univers différent, à un âge aussi avancé. Le pauvre, il a déjà un pied dans la tombe, il a déjà 25 ans. Miyata, champion de F2 2026, remplace Berman qui remplace Hamilton après son 8e titre grâce à Ferrari. Wow. Et Julien, t'es parti loin. Hein. Miyata chez Prema, je suis heureux. C'est chez ART, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, ça reste à confirmer. Surtout, voilà, j'ai quand même du mal à voir Rito Miyata arriver en F1. Alors certes, Toyota arrive en F1, en tout cas en tant que partenaire de Haas, mais Haas reste très lié à Ferrari. Ils ont Ocon, ils ont Berman, Ocon et Berman qui viennent d'arriver. Encore une fois, on a eu un mercato un peu fou en F1 entre 2024 et 2025, mais entre 2025 et 2026, logiquement, ça devrait être assez stable. Hormis des situations un peu bizarres comme Red Bull, où potentiellement Verstappen peut tout faire exploser, et de toute façon tous les autres sont sur un siège éjectable, on en reparlera de Red Bull, pas super évident quoi. Pas super évident d'essayer de faire bouger les pièces, donc
il y a des pilotes, il y aura un timing vraiment pas fou. Et Miyata, il va pas arriver en F1 en 2027. Enfin, ça ferait une arrivée à 28 ans en F1. Enfin, ça serait du. Ouais, les derniers qui ont fait ça, c'était Nick De Vries et Brandon Hartley. Ça s'est pas super bien passé, je crois. Stanek, il est là pour se faire virer après de course pour manque de budget. Et honnêtement, c'est un truc que je comprends pas, mais qui a priori a l'air de se vérifier. J'ai aussi mes sources chez Feeder Series qui me disent qu'a priori Stanek irait chez Invicta. Je ne vois absolument pas comment. Enfin, je sais pas, il y a débloqué des sponsors tchèques, je sais pas, l'argent, papa a décidé finalement d'accorder un peu plus de budget, je comprends pas. Comprends pas, mais a priori ça a l'air d'être l'option qui a l'air de se dégager. Voilà. On aurait potentiellement un Kouchmaini qui partirait d'Invicta pour aller chez Dams. Gabriel Bortoleto, lui, qu'il y ait un titre ou pas, a priori, ça ne refera pas de la Formule 2 et ça ira ou soit chez. A priori, ça ira chez Sauber, mais peut-être pas forcément en tant que coéquipier d'Hülkenberg, mais peut-être en tant que réserviste. Au passage, ça veut dire bye bye Théo, Théo Pourchère. Bon, voilà, j'ai déjà dit ce que. Aaron Out, ouais, ouais, je sais pas. Pour moi, il pourrait vraiment, franchement, prétendre à une nouvelle année. Hein, pourquoi pas chez Prema ou, oui, je pense mes dernières prédictions, j'avais mis Aaron chez Prema. Attends, bah je vais ressortir ce que dit l'article d'Auto Hebdo. Évidemment, je vais pas le montrer à l'écran, mais ils font un petit paragraphe sur Paul Aaron et ils disent globalement, on sait pas. Globalement, je crois. Et ils parlent pas spécialement de la relation potentielle avec Alpine ou quoi. Euh, Attendez, Microsoft Word s'ouvre, c'est assez compliqué. Euh, Il reste malgré tout l'inconnu Paul Aron, l'Estonien livrant une première saison de qualité chez Hightech, mais il semblerait que l'ancien pilote Mercedes lorgne plutôt sur un rôle de réserviste dans une écurie de F1. Pas sûr que l'on retrouve l'actuel 4ème de F2 dans le championnat l'an prochain donc. Donc pour moi, ça irait dans la théorie comme quoi Aaron, Hightech, Alpine, ça se rapproche, fusion et Aaron réserviste. Mais dans ce cas, quid de Victor Martins? Pourquoi il refait une 3ème saison si c'est même pas pour être réserviste Alpine? Je ne comprends pas. Browning ne part pas chez MP grâce à Williams. Alors je vous avoue, j'ai visiblement les choses ont un peu. Après Browning c'est quand même un pilote high-tech maison, hein. C'est quand même le pilote high-tech. Le pilote high-tech depuis pas mal de temps désormais. Je crois que ça serait 2025 serait sa 4ème année. Ça se passe très bien avec Hightech. Williams a des bonnes relations avec Hightech. Ça peut, voilà, Browning chez Hightech, ça peut s'entendre. Il y a aussi la rumeur Beganovic chez Hightech. Après, Auto Hebdo, faut toujours se méfier avec eux. Ils sortent un paquet de bêtises aussi. Oui, après, moi aussi, je sors des bêtises parfois. Hein. Moi, la toute première fois, j'avais dit Fornaroli chez MP. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'après? Fornaroli confirmé chez Invicta. J'avais l'air con, tiens. Après, pour moi, surtout quand tu es journaliste comme Auto Hebdo, je pense que quand tu sors des infos comme ça, il y a au minimum des discussions, il y a un minimum de fond sérieux, donc ils peuvent pas avoir 100% bon. Je sais pas si c'est déjà arrivé, moi non plus j'ai pas eu 100% bon, mais honnêtement, la grande majorité de leurs infos se révèlent quand même souvent bonnes. Donc attendez, on en était à où? Ouais, Fornaroli, Stanek chez Invicta. A priori chez Campos, on a l'air quand même de se diriger vers une 2ème année pour Pepe Marty, et c'est tant mieux puisqu'il reste quand même assez jeune, etc. Pour moi, il mérite une 2ème chance, même s'il se fait tabasser par Isaac Hadjar, alors que Pepe Marty est quand même dans son équipe. Enfin, c'est un peu l'équipe Campos, il est avec eux depuis la F4. Ça fout un peu mal. Bon, même si Isaac Hadjar est redoublant, même s'il a plus d'expérience, la différence est quand même assez violente. Donc Pepe Marty, il joue sa carrière en 2025 face au jeune rookie Lindblad. Donc chez Prema, Gabriel Mini paraît plutôt confirmé. À côté, c'est la grande inconnue. Sébastien Montoya, PTDR, tiendrait la corde, mais on aurait potentiellement eu... Zach O'Sullivan serait aussi en discussion. On rappelle qu'il a déjà piloté avec Prema dans le passé. J'ai entendu une rumeur un peu bizarre, style Richard Verschoor. Richard Verschoor, je l'ai entendu à peu près dans tous les bacs RS
temps. Bah oui, je l'ai entendu chez Trident. Et je... Non, je l'ai pas entendu chez VAR. Mais pourquoi pas, c'est son ancienne équipe. Mais Richard Verschoor, ça a bien l'air de se confirmer. Il veut refaire une énième saison de F2. Je sais même pas il en est à sa combienième. J'ai l'impression que ça serait sa quatrième. Seulement sa quatrième ou déjà sa cinquième? En tout cas, ça fait très longtemps qu'il est là. Ça fait très longtemps qu'il est là, Verschoor. Mais j'ai entendu, et ça c'est pas dans l'article d'Auto Hebdo, j'ai entendu potentiellement un Verschoor chez Prema, mais encore une fois, voilà, les pilotes discutent partout. Voilà, cinquième, oh purée, cinquième saison, 9 millième, bah ressenti 9000, hein, j'ai l'impression qu'il a toujours été là, quoi. Chez Rodin, un peu plus flou, mais les noms qui se dégageraient plus facilement seraient Christian Mansell, un ancien pilote Rodin, je crois à l'époque de la GB3, et Alex Dunn, qui montrait avec un soutien accru de la part de McLaren, selon mes infos à moi. Alex Dunn, de façon qui n'a pas, qui a fait, je crois, 14e de F3, je pense, mais qui a montré de beaucoup d'éclats, etc., qui a montré de belles choses, mais très irrégulier quand même. Et il ne fait pas les tests d'après-saison de F3, donc a priori, le pilote McLaren, le jeune pilote McLaren va avoir un soutien accru pour passer en F2. Après, la question, c'est pourquoi McLaren... Enfin, en fait, McLaren, leur académie sont passés de 1 ou 2 pilotes à 10. Et tu sais pas pourquoi, puisque bah, ils ont Norris et Piastri, donc 2 des tout meilleurs jeunes, que aucun ne va partir avant 2027 minimum. Du coup, Bortoleto, ils ont Bortoleto dans leur académie, ils en font quoi? On sait pas. Bon, j'ai du mal à comprendre cette pléthore de talents. Quand t'es Red Bull et que t'as 4 sièges, ok. Quand t'es McLaren et que t'as qu'une seule équipe et que t'es en plus un top team, bon, un peu mal quoi. D'ailleurs, pas de pilote surprise en F2. Pour l'instant, non. Bah après, voilà, il y a Auto Hebdo qui avait parlé d'une rumeur Giusti, mais Auto Hebdo eux-mêmes disent qu'a priori Giusti va aller plutôt en F3, mais qu'il y a quand même eu une micro-rumeur. Il y avait aussi la rumeur Taponen qui avait pas mal discuté avec Dams en F2, mais qui a été depuis annoncé officiellement en F3 chez RT. Quel est l'intérêt? Bah l'intérêt c'est Antonelli. Antonelli il a montré qu'on pouvait faire le step Freca F2. Hein. Et Joshua Dirksen. Joshua Dirksen aussi. On peut penser ce qu'on veut de son moteur. Il fait quand même une très belle saison Joshua Dirksen, indépendamment de son moteur. Chez Hightech, Beganovic, Browning, a priori. Chez RT on en a parlé, Dams on en a parlé. Chez Trident, Sami Mektounif devrait bien être notre deuxième français sur la grille. Normalement, clairement, c'est le seul pilote qui se détache vraiment chez Trident. Il n'a pas fait les essais d'après-saison de F3, donc ça va un peu plus dans ce sens là aussi. La question qui à côté, je ne sais pas exactement. Bah voilà, on avait parlé de Richard Verschoor. Auto Hebdo a aussi parlé de Max Esterson. Moi j'avais alors... Attends, il est où Zagazeta? Bah Zagazeta, vu qu'il fait les tests F3 avec Dams... Mais je suis d'accord que moi, je sais que Zagazeta a d'excellentes relations avec Trident. Et qu'il avait fait la fête avec eux après la fin de saison de F3 à Monza. Il ira pas en F3 chez Trident. Est-ce qu'il peut aller, vu que tous les sièges ont été pris, est-ce qu'il peut aller en F2 chez Trident? Je sais pas, peut-être. Si Piastri fait une saison Verstappenesque en 2025, je pense que déjà tu t'avances beaucoup, même si j'adore Piastri et que j'adorerais voir ça arriver. Et que Mercedes, qui serait en avance pour 2026, veut racheter son contrat, c'est plausible. Pourquoi Mercedes voudrait racheter son contrat? Pour moi, c'est pas crédible, puisqu'ils ont quand même Russell et Antonelli. Antonelli, bah, de toute façon, ils vont pas le virer au bout d'un an, à moins qu'il se crache à toutes les séances, puisque Antonelli, le but est de le préparer pour 2026. Russell, c'est l'un des top 5 pilotes de F1 actuellement, quoi. Donc, Esterson n'a pas de budget, mais il serait un bon atout commercial, le sim racer américain. Ouais, je comprends pas trop d'où il aurait le budget, mais c'est ce qu'Auto Hebdo avait l'air d'avancer, qu'il serait candidat pour la F2. Je comprends pas trop comment, mais voilà. Chez X, on aurait Dirksen pour une deuxième saison à côté de l'inénarrable Sian Shields, qui nous viendrait de la F3 avec une totalité de 0 points en 2 saisons, je crois. Voilà. Il n'empêche que quand même, Sian Shields, je sais pas si vous vous souvenez, la toute première prédiction qu'on avait faite, je l'avais mis dans toutes les équipes. Je l'avais mis dans toutes les équipes, dans autre option, je l'avais mis partout. Et si ça se confirme, quand même, je suis pas peu fier de moi.
Mais ça veut dire quid de Brad Benavides, champion d'Euro Formula, qui a d'excellentes relations avec Aix, je ne sais pas. Nikita Bedrin, je ne sais pas ce qu'il va faire non plus. Tu l'avais Ah, je l'avais pas mis chez Aix. Je l'avais mis dans toutes les équipes de F2 presque. C'est bon. C'est comme si je l'avais mis. C'est bon. C'est bon. Et chez Van Amersfoort, Villa Gomez, de toute façon, qui est le fils d'un des actionnaires de Van Amersfoort. La question, c'est qui à côté? Santiago Ramos et Amaury Cordil seraient des candidats. Moi, j'ajoute à ça Sofia Flörsch, qui a déjà roulé avec Van Amersfoort et qui ferait un peu sens, un petit peu. Ouais, Cordil, oui, pour moi, c'est forcément un candidat, malheureusement. Et je me rappelle d'une théorie que j'avais sortie il y a 1 an. Alpine, de toute façon... Alors, je pars sur une grosse théorie, il y a zéro info dedans, il y a rien du tout comme info. C'est juste du bon sens commercial et marketing. Je m'explique. Alpine, globalement, c'est une équipe qui ne sert plus à rien. Enfin, c'est une équipe qui est là, je sais pas, pour un peu faire plaisir aux actionnaires, ou pour faire plaisir à Indiana Jones ou à Xbox notamment, comme on le voit avec la livrée ce week-end à Austin. Il y a plus grand chose, qui représente Alpine. Et donc, franchement, Alpine, ils peuvent se faire plaisir. Ils peuvent se taper des petits délires et se taper des petits coups de comme ils le font avec la livrée Indiana Jones. Alors, dans ce cas, pourquoi tu essaierais pas de mettre une femme dans une de TF1 lors d'un week-end officiel de Grand Prix, lors d'une première séance d'essai libre, en remplacement de tes titulaires qui, de toute façon, se battent pour des P15. T'as quoi à y perdre? T'as juste un coup de com' énorme à faire, mais pour être éligible, pour pouvoir faire une séance d'essai libre, il faut un des 2 critères suivants. Il faut ou soit 25 points de super licence, autant dire que Sofia Flörsch en est très loin, ou 6 courses en Formule 2. Sofia Flörsch, elle en a 0, mais en soi, tu signes, si Sofia Flörsch, elle monte chez Van Amersfoort là, elle fait 6 courses, imagine, le coup de com' serait dingue. Alors, évidemment, je suis d'accord que sportivement, ça n'a absolument aucun sens et que si Sofia Flörsch a une séance d'essai libre en F1 avec Alpine avant Victor Martins, PTDR, Abby Pulling, elle peut, non. En plus, elle est chez Alpine. Je pense pas qu'elle ait les points de super licence, puisqu'il en faut 25. La F1 Academy, ça doit apporter 10 points. J'essaie de compter avec les saisons précédentes. Ça m'étonnerait qu'elle ait 25. Ça m'étonnerait qu'elle ait 25 quand même. Mais en vrai, Abby Pulling, pourquoi pas? Mais ça serait un peu plus à long terme. Déjà, Abby Pulling, elle va pas passer en Formule 3 cette année. Elle devrait a priori monter en F3 britannique, donc en GB3, ce qui est, la Formule 3 britannique. En vrai, ça ferait peut-être un peu plus de sens sportif. J'ai pas suivi, ça parle de quoi? De Sofia Flörsch chez Alpine en F1. Non, je suis parti, j'ai fumé, j'avoue mes péchés. En plus, Pulling mériterait de faire une petite FP1 avec sa saison. Non, je suis pas. Elle fait une saison exceptionnelle, je suis d'accord. En F1 Academy, c'est de la F4. Donc tu peux faire ce que tu veux avec une F4. Pour moi, tu mérites pas une séance d'essai libre 1 en Formule 1. Quand on voit que Victor Martins n'a toujours pas eu une seule séance avec tous ses titres, avec toutes ses victoires dans les plus grands championnats. Non, mais en vrai, pour le coup de com', Sofia Flörsch, Abby Pulling, pour moi, ça peut pas se faire en 2025. Elle a pas les points de super licence, elle a pas les courses de F2. Mais en vrai, il y a un monde. Mais après, vu que ça serait potentiellement une bonne idée, en tout cas, ça serait un coup marketing vraiment exceptionnel, ça serait peut-être un peu trop intelligent pour Alpine, et j'ai du mal à penser qu'ils y pensent. Puisque Alpine reste Alpine, et c'est quand même l'équipe des mauvaises décisions. Moi, je dis Lisa Billard en essai libre avant Sofia Pulling et Martins. Bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, après, vu les débuts en F4 France, on va peut-être un peu se calmer, mais bon. Écoutez, voilà, je pense qu'on a abordé à peu près tous les baquets. Chez MP, Oli Goethe est le seul pilote qui a l'air de se détacher. Qui à ses côtés, vu qu'a priori Franco Colapinto, il n'y a aucun intérêt à redescendre en F2 vu qu'il fait un début de carrière exceptionnel en Formule 1.
Il a juste que à y perdre en retournant en F2. Mais donc, qui à ses côtés? Il n'y a plus tant de candidats que ça, vu que pas mal de gens semblent partir vers la F3. Donc c'est là, on peut penser à peut-être, est-ce qu'il peut y avoir des grosses surprises venant de, je sais pas, de la Freca ou de je sais pas quoi, mais en fait c'est difficile à dire puisque voilà, tous les meilleurs de ces championnats-là, ils sont déjà dans les tests F3, donc voilà, il y a des sièges qui restent quand même assez mystérieux. Le deuxième baquet chez MP, le deuxième baquet chez Prema, le deuxième chez Trident, le deuxième chez Van Amersfoort, c'est quand même un très grand flou, y compris pour Auto Hebdo. Bora. Oh, pourquoi pas, Nikhil Bora. Ouais, en vrai c'est drôle. En vrai c'est drôle, pourquoi pas. Il est chez MP en plus, hein. Bon. Pourquoi pas. Je sais que son petit frère va en Freca, mais lui, je ne sais pas ce qu'il fait, Nikhil Bora. Écoutez, on s'est bien amusé. On passe à un sujet tranquille, à un sujet simple, la Formule 1. Vous n'êtes pas sans savoir, à moins que vous ayez vécu ouais, Bedrin, mais pour moi Bedrin c'était surtout avec X, puisqu'il est soutenu par PHM. Là PHM c'est un peu désengagé, du coup je sais pas trop pour Bedrin. Et je le vois pas dans une autre équipe. La situation chez Red Bull et Vekar, donc si vous avez vécu dans une grotte depuis le Grand Prix de Singapour, vous devez quand même vous douter que ça sentait mauvais pour Daniel Ricciardo. Ça a été confirmé quelques jours après. Daniel Ricciardo part de la Formule 1 et a été remplacé par Liam Lawson, qui l'avait déjà remplacé l'an dernier après sa blessure à Zandvoort. Liam Lawson avait fait 5 Grands Prix et avait marqué les esprits avec des performances voilà, avec des performances très intéressantes, avec des premiers points marqués, avec des Q3, ça avait été très intéressant. Et évidemment, voilà, il ne pouvait pas rester sur le banc de touche après ce qu'il avait montré en 2023, donc Liam Lawson retourne en F1, revient en F1 chez Vekard, aux côtés de Yuki Tsunoda, et globalement, bah, Christian Horner, Helmut Marko, tout le monde a été clair là-dessus. Liam Lawson va être surveillé, va être scruté, au même titre que Yuki Tsunoda, mais a priori Tsunoda il a l'air bloqué dans une spirale, il va pas pouvoir partir de Vekard visiblement, mais sait-on jamais. Mais Liam Lawson, il passe une audition grandeur nature pour prendre la place de Perez, tout simplement. Il va faire quoi, Ricciardo? Est-ce qu'il y a des infos? J'avoue que honnêtement, je préférerais qu'il se repose un petit peu. Moi, j'aimerais bien le voir à la course des champions, à la Race of Champions, qui en plus se passera en Australie pour la première fois à Sydney. Qu'il aille kiffer, je sais pas, qu'il fasse de la NASCAR. La NASCAR, ça serait trop cool. C'est son championnat de rêve. Voilà, mais a priori, voilà, la F4 chinoise, mais vous êtes des chiens, hein. Vous êtes des chiens. Donc non, pas spécialement d'infos pour Ricciardo, je pense qu'il va prendre un peu de recul avec le sport auto, et puis voilà, moi j'aimerais bien le voir à la course des champions, ça serait très très chouette je trouve, et je pense qu'il s'y éclaterait en janvier prochain. Du V8 Supercars, pourquoi pas aussi, ouais, pourquoi pas. Attends, quand Verstappen reviendra en F1 en 2032 après avoir obtenu, attends, la triple couronne et que Tsunoda sera encore chez Hugo Post, Lingo JVD Bulls. Toi, en DM, hein, mais tu me passeras l'adresse de ton dealer, ça a l'air vraiment très intéressant. Bon, en tout cas, voilà, Tsunoda a l'air bloqué, mais donc Liam Lawson, lui, il a ce côté de fraîcheur, il a ce côté où on se dit, ah pourquoi pas, est-ce que Red Bull tenterait pas un coup c'est quand même un risque énorme, Liam Lawson, s'il le mettait directement chez Red Bull. Alors évidemment, ça sera conditionné à ce qui se passe lors des 6 prochains Grands Prix. Il y a un monde où même Liam Lawson est catastrophique, et... ah d'accord, Homero, tu mets pas de gants, toi. Il y a un monde où Lawson est catastrophique, et il fait même pas 6 Grands Prix, et Isaac Hadjar arrive et fait la fin de saison. Non, j'exagère un peu le trait, mais Lawson n'est pas garanti d'un baquet de F1 l'an prochain. Donc il passe voilà, les 6 Grands Prix les plus stressants de sa carrière, et il arrive avec une pression quand même monumentale. Il doit prouver, enfin reprouver sa place en F1, et potentiellement sa place en F1, sa place potentiellement chez Red Bull pour remplacer Perez. En fait, il faut qu'il soit excellent, soit catastrophique, c'est exactement ça. Pour Isaac Hadjar, voilà, on ne pourra pas se satisfaire d'un pilote, ok, bien, ok, ça va, c'est cool. Non, il faut qu'il tabasse Sergio Perez pour que Lawson passe chez Red Bull. Perez
bye, et Isaac Hadjar passe chez Vcarb. Ou alors Lawson est catastrophique, Lawson bye, et Isaac Hadjar passe chez Vcarb. Mais c'est vrai que quand même, on va pas se cacher, l'option la plus réaliste, c'est que Lawson fasse 6 Grand Prix ok, bon, pourquoi pas, ok, et qu'il reste chez Vcarb. C'est pas enthousiasmant, je suis d'accord, et surtout ça nous laisserait Isaac Hadjar en tant que réserviste, mais c'est quand même le plus réaliste. Voilà, faut pas essayer de se faire trop de faux espoirs, même si on a quand même un peu envie d'y croire, un nouveau français en F1, mais voilà. Attends, il y a un monde où il est moyen et du coup Tsunoda monte ou c'est mort? Ça dépend qui t'écoute. Si t'écoutes Christian Horner, il parle jamais de Yuki Tsunoda. Si t'écoutes Helmut Marko, il te dit ouais, on considère Tsunoda et Lawson. Et le truc, en fait, j'y crois pas, parce que sinon Tsunoda il serait déjà monté depuis le temps. Pourquoi tu le ferais monter maintenant? Je crois surtout à un Tsunoda frustré qui pourrait se laisser tenter ailleurs. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'autres places ailleurs pour le moment. Il va pas aller, hormis exceptionnel retournement de situation, il va pas péter un câble et se retrouver chez Sauber l'an prochain. Perez pourrait rejoindre Ricardo en F4 chinoise si Lawson le tabasse. Bah oui, allez, amusez-vous en F4 chinoise. Non mais pour Lawson, honnêtement, j'ai du mal à penser. Voilà, j'espère qu'il va me faire mentir et que Lawson va être exceptionnel et qu'il va monter chez Red Bull. Mais j'ai du mal à penser. Enfin, il va pas du tout arriver avec le même statut que l'an dernier. L'an dernier, il arrivait avec un statut de on n'attend rien de toi, t'es pas du tout préparé à la F1, tu remplaces Ricardo parce qu'on avait que toi sous la main, démerde-toi. Et il avait été très bon. Là, il arrive avec la pression de maintenant c'est toi le nouveau pilote de F1, c'est peut-être toi l'an prochain qui va aller se battre pour des victoires avec Leclerc, Hamilton, Norris et Piastri. C'est pas exactement la même pression. Donc bon, Lawson, ça reste quand même un pilote qui a toujours une capacité d'adaptation exceptionnelle, qui sait arriver dans n'importe quelle voiture, et performer direct. Le truc, c'est, moi personnellement, en tout cas, je le vois pas en futur champion du monde. Je l'ai jamais vu dans ce rôle-là. Par contre, c'est un pilote qui performe dès sa première course. Il l'a montré d'ailleurs en F1. Il l'a montré en Super Formula. Il l'a montré en DTM. Il l'a montré un peu partout. Et ouais, et FC Benoît 7, tu me déçois beaucoup. Tu me déçois beaucoup. Très 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 déçu. Très déçu de ton comportement. Très déçu de ton comportement. N'importe quoi. Bon. Donc voilà, pour Lawson, voilà, on va lui espérer d'être excellent, exceptionnel, ou d'être catastrophique. C'est horrible. C'est horrible, non mais voilà, si on se place d'un point de vue vraiment franco-français, fan d'Isaac Hadjar, voilà, ça serait l'idéal pour lui. Merci à Lulu09 pour le follow. Ouais, après pour Isaac, voilà, le plus réaliste c'est qu'il fasse réserviste l'an prochain, un peu comme Lawson cette année. Mais voilà, la situation chez Red Bull Vcarb, elle reste explosive à tout moment. On se doute que Verstappen, il peut claquer la porte de Red Bull, voire même de la F1 à tout moment. Tsunoda, il peut partir aussi, peut-être, je sais pas s'il y a une place qui se libère à un moment chez Aston Martin, Honda, on le rappelle. Perez, toujours sur un siège éjectable. Lawson, est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Les 4 sièges sont incertains. Il n'y a que Verstappen qui a vraiment... C'est vraiment lui qui décide, qui est en position de force. Mais les 4 sièges, ils peuvent tous partir, même en cours de saison. Tu sais pas ce qui peut se passer en 2025. En 2025, vraiment, si Red Bull est complètement à la rue, si la F1 continue de faire chier Max Verstappen, il peut péter un câble. Enfin, ça étonnerait personne. Ça étonnerait personne qui pète un câble et qui quitte la F1. Honnêtement, personne serait étonné. Donc voilà, pas inquiet pour l'avenir d'Isaac Hadjar s'il reste réserviste l'an prochain, puisque pour moi il aura sa chance en cours d'année ou en 2026 au plus tard. Et voilà, la fin de saison de F2 d'Isaac Hadjar, au final, elle aura que peu d'importance. Il a déjà montré qu'il avait été exceptionnel. 4 victoires en course principale, je crois que c'est le double de Bortoleto, enfin en tout cas du deuxième meilleur en tout cas, voilà. Franchement, Isaac Hadjar fait une saison
exceptionnel et très honnêtement, il a fait mieux que, enfin même largement mieux que ce que j'attendais, ce que j'espérais de lui. Donc voilà, la fin de saison de F2, bon, évidemment, ça serait exceptionnel d'avoir le titre F2, mais on rappelle, il y avait qu'une Campos, il a eu une malchance de dingue, etc. Euh, voilà, on verra, en tout cas, on verra ce que ça donne pour Isaac, pour le titre F2 et pour la F1. Il y avait une rumeur farfelue que Verstappen prendrait sa retraite en fin de saison. J'ai pas entendu ça. Après, j'avais entendu la rumeur Sergio Perez, mais bon, a priori, Perez a pas l'air partant pour prendre sa retraite. On en avait déjà parlé, et je crois d'ailleurs c'est un truc que Antoine de la chaîne Le Pit Stop F1 avait parlé. Franchement, pour Perez, pour son bien mental, pour sa réputation, pour sa carrière sportive, c'est quand même franchement mieux qu'il parte. Enfin, là honnêtement, qu'est-ce qu'il a à y gagner à y rester? Enfin, je sais pas, il se prend un torrent à chaque fois de haine, il n'est pas considéré, alors pourtant on sait que c'est un excellent pilote, c'est un excellent pilote qui a gagné des courses, qui a été l'un des meilleurs pilotes du midfield pendant des années. Bon, voilà. Il a un moteur de merde, oui, oui, pour Isaac, bah évidemment. Oui, bah évidemment, il aurait déjà... Enfin, je pense que le nombre de points perdus, si on additionne les commissaires de course plus Mechachrome, ça se compte en 50-60 points à peu près. Hein. Ouais. On va parler de Macao, on va parler du Grand Prix de Macao. Là, je sens que je vais commencer à en perdre certains. Je continue à penser que Liberty Media pousse derrière. Sans Perez, ils perdent la commune mexicaine et les Grands Prix du Mexique et d'Austin seront en danger. Ouais, bah... Tu recrutes un pilote américain, enfin états-unien, je sais pas, mais... Si peut-être si tu laissais la place à Andretti, peut-être que ça ferait plus d'audience américaine déjà. Et pour le Mexique, je sais pas, est-ce que ça pourrait pas donner la chance à un Patricio Howard, qui est certes chez McLaren, je sais pas. Je sais pas, mais Sergio Perez, il est au bout du rouleau mentalement, malheureusement. C'est triste, hein. C'est triste, mais voilà. Alors Costato Paris, alors c'est marrant, on va en parler un peu à la fin. Là, je vous avoue, on arrive sur les formules de promotion un peu obscures. On parle du Grand Prix de Macao, le Grand Prix de Macao qui est la Coupe du Monde de Formule 3 régionale, avec les premières annonces qui tombent. On rappelle que le week-end sera du 14 au 17 octobre. D'ailleurs, il y a quelqu'un au MP qui me dit « Oh non, oh non, alors, oh non, oh non, mais alors ça... » Homero, sois prêt. Sois prêt parce que je pense que ma patience envers le dernier follow qui vient de rejoindre, elle va pas tenir très longtemps. Et je pense que ta patience non plus va pas tenir très longtemps. Donc tu as carte blanche sur ce qu'il faut faire avec ce compte, selon les messages qu'il dira dans le chat. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit Macao c'est pas chinois. Macao c'est pas chinois, comment ça? Alors... Faites-moi un cours de géopolitique ou je sais pas quoi, mais j'ai regardé sur Wikipédia, Macao c'est chinois depuis 99. Hein. Ça a certes un statut un peu particulier, mais pour moi Macao c'est chinois. Et c'est pour ça notamment, c'est un pays, c'est une région autonome. C'est une région autonome de la Chine. Mais ça fait partie de la Chine. Je pense. Je pense, de ce que je comprends. C'est pour ça que d'ailleurs dans mes tweets, j'ai dit que Enzo Dell'Igny courrait dans son pays natal, car Enzo Dell'Igny est certes un pilote français qui court avec les couleurs Red Bull, qui est né à Shanghai d'une mère chinoise, d'un papa français. Ça appartient à la Chine, mais c'est aussi chinois que Gibraltar est britannique. Attends, ça appartient à la Chine, mais c'est aussi Chine. Bah ouais, du coup. Oh non, il est arrivé dans le chat. Bonjour! Bonjour à notre honnête Gilles Terfan, bien sûr. Bah oui, mais du coup, c'est quand même... Gibraltar, c'est pas indépendant. C'est autonome. C'est autonome, je suis d'accord. Mais, du coup, en gros, à la base, c'est portugais. Oui, mais depuis 99, c'est chinois. Bon, on est en train de partir là sur un live géopolitique. En attendant, voilà, Enzo Dell'Igny récup par la Chine. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Du coup, Enzo Dell'Igny va courir pour la première fois dans son
pays natal, au sens large du terme, au sens large du terme. Ouais, mais Thiago Rodriguez roule sous licence macanaise. Oui, mais par exemple, Gérard Kché, il roule pas sous licence d'Hong Kong, par exemple. Alors qu'il enfin, il roule sous licence chinoise, alors qu'il vient d'Hong Kong. Bon, c'est des statuts un peu particuliers. Macao fait partie de la République chinoise. Ben oui. En attendant, voilà, on a les premières annonces. On a eu chez ART, Canatoli et James Wharton qui ont été annoncés. La question c'est, ça veut dire qu'il y a un Français qui va pas faire Macao. Et c'est un peu décevant puisque Alessandro Giusti fait une saison exceptionnelle pour ART et Evan Gilter fait une très bonne saison de rookie aussi, un peu irrégulière certes, mais avec des énormes coups d'éclat. Ça veut dire, enfin voilà, il y a Canatoli et James Wharton, deux pilotes qui amènent pas mal d'argent pour ART. J'espère quand même que ART va réussir à quand même à mettre un Français. Alors Giusti et Gilter, certes, ils ont pas beaucoup de budget, mais ça serait quand même sympa. Ce serait quand même sympa. Gilter à Macao, je jure qu'il fait la pole. Alors je sais pas. Attends, il avait fait. Je me rappelle à Pau, c'était Kevin Foster qui avait fait la pole. Hein. De mémoire, c'était bon. Après, ça s'était mal passé en course pour lui. En vrai, ça me fait, ça me fait mal d'abreuver, voilà, certains haters dans le chat. Mais Enzo Peugeot avait été le meilleur à Pau. Enzo Peugeot avait été le meilleur à Pau. Saint-Éloque sera aussi présente. Saint-Éloque sera aussi présente. Moi, mon petit espoir, c'est que eux aussi, ils alignent leurs pilotes français de Freca avec Théo Finael et Enzo Peugeot. Le truc, c'est que Théo Finael, il a beaucoup de budget, donc je pense que Macao, ça poserait pas un problème. Pour Enzo Peugeot, ben c'est comme Evan Gilter, c'est aussi comme Alessandro Giusti. C'est des pilotes qui n'ont pas beaucoup de budget, donc ajouter une course de plus dans le programme, c'est pas forcément évident. Une course de plus qui est en plus à l'autre bout du monde, en Extrême-Orient. Ah. Petite parade pour pas dire la Chine. Donc, je sais pas si, voilà, pour Giusti, Gilter, Peugeot, je sais pas si c'est la priorité de faire Macao. En plus, non seulement ça peut être assez cher, ne serait-ce que la logistique, que le voyage, etc. Mais en plus, Macao, ça peut très vite chiffrer, puisque c'est une course entre les murs. Il suffit de 1 ou 2 cartons, et la dépense devient très 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 salée. Donc, je pense qu'Enzo fera pas Macao. Je sais pas. Je sais pas, mais côté budget, je me pose des questions. Je me pose des questions, tout comme... tout comme pour Gilter, tout comme pour Giusti. Est-ce que c'est la priorité de faire Macao, même si c'est le prestige, même si c'est la Coupe du Monde, le Grand Prix de Macao, etc. Est-ce que c'est si pertinent de dépenser, je ne sais pas exactement la somme, mais est-ce que c'est si pertinent de dépenser cette somme? Je ne sais pas, alors que Théo Finael et Enzo Dellini peuvent un peu plus se le permettre. Donc, en attendant, voilà, on aura quand même une très belle grille. On a James Wharton chez ART, Tuka Taponen et Ugo Gochukwu chez Harris. On a aussi d'autres pilotes qui ont été annoncés dans des équipes japonaises, dans des équipes chez Evans Grand Prix aussi. Bon, voilà. Moi voilà, ma question, ça va être plutôt qui est-ce qu'il y aura chez Prema, qui est-ce qu'il y aura chez Saint-Éloque, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un schizophrène dans le chat. Entre Vettelspin et Honest Gilterfan, j'ai l'impression qu'il y a un taré qui a 2 téléphones portables et qui envoie des messages. Mais en plus, c'est trop bête. Enfin, soyez solidaires, parce que Gilter et Peugeot, ils sont dans la même situation au niveau budget, quoi. Donc, c'est un peu bête. C'est un peu bête. Encore la rivalité entre un pilote qui a de l'argent et un pilote qui n'a pas d'argent, comme on pourrait le voir peut-être entre Théo Finael et Enzo Peugeot, ça je peux un peu plus le comprendre. Entre Gilter et Peugeot, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, on passe sur le Grand Prix de Macao. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines annonces de ART et de Saint-Éloque. Voilà, dans un monde idéal, on a Naël, Giusti, Gilter et Peugeot qui se ramènent en plus. Mais voilà, commencer à y avoir un nombre de places un peu limité.
Moi, je suis bien content de supporter Stromstad qui a de la thune, je vois pas les problèmes de montée. Ouais, bah c'est cool, hein. C'est cool, hein, parce que côté français, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Adrien David, Esteban Masson, Maceo Capieto peuvent en parler. Euh, ou même Victor Martins qui a été longtemps bloqué à cet étage aussi. C'est pas évident de passer en F3, hein. C'est franchement pas évident de passer en F3, de passer le cap du million d'euros à dépenser sur une saison. C'est pas évident. En attendant, on est obligé d'en parler, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Mais en attendant, les tests ont continué cette semaine. D'ailleurs, c'était les derniers tests. Aujourd'hui, c'était les derniers tests de Formule 3 avec voilà cette première génération de voitures qui a commencé en 2019 et qui s'est arrêté aujourd'hui. C'était le dernier jour de roulage de CF3, en tout cas, dernier jour de roulage. Dernier jour de roulage officiel, puisque je me doute que ces F3 seront facilement réutilisés pour faire des tests privés par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Alors, Tsolov et Boya et Stenson ont été les plus rapides, donc des pilotes redoublants, voire même des pilotes triplants pour Tsolov et Boya. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Je ne sais pas, ça reste toujours extrêmement limité quand même. Les pilotes peuvent pas faire autant de tours qu'ils veulent, puisque voilà, il y a toujours le nombre de trains de pneus est assez limité. Voilà, je sais pas à quel point c'est représentatif. Voilà, voilà. Naël et Justy ont pas l'air d'avoir fait d'erreur, ou en tout cas j'en ai pas vu, j'en ai pas repéré, ou en tout cas ils ont pas causé de drapeau rouge ou quoi que ce soit. Justy a été un tout petit peu en retrait par rapport à ses coéquipiers. Théophile Naël, oula, oula, c'est en train de déraper, ouais, c'est en train de déraper dans le chat, donc j'ai pas la ref, en plus j'ai pas du tout la ref, mais prochain message bizarre, voilà, faudra peut-être prendre des décisions, Méro. Je dis ça, je dis rien. Euh, Pour la F3, donc on avait dit, oui voilà, pour Théophile Naël, ça a l'air de s'être plutôt bien passé aussi, il est devant Ivan Dominguez, il fait à peu près jeu égal avec John Bennett, bon voilà. Je sais pas trop quoi en dire franchement de ces tests de F3, surtout que voilà, il y aura une nouvelle génération de voitures qui arrivera l'an prochain. Voilà, c'était du roulage pour apprendre et voilà. Merci beaucoup à Aman Adousoumili pour le follow. Je suis pas encore assez fan de Feeder Series pour détester un pilote. J'avoue que j'ai du mal à m'acharner sur des gosses de 17 ans. Petit, voilà, je suis peut-être une petite fleur bleue, mais j'ai du mal à m'acharner sur des mineurs, quoi. T'as parlé de Théo Pourchaire? Non, j'ai pas forcément pas. Si, on en a un peu parlé de Théo Pourchaire en début de live. On avait rebondi un peu sur ce qu'il disait sur RMC, mais globalement, ça a l'air d'être un peu la déprime, quoi. Enfin, il y a une news random qui a pop hier soir comme quoi il aurait aucune option 2025. Bah, c'est pas trop une news random. C'est pas une news random. C'est plutôt ce qu'il dit sur RMC où il dit là pour l'instant il a rien. On est en octobre, un pilote qui nous sort qu'il a rien pour l'an prochain, ça pique un peu quoi. Ça pique un peu. Tu peux rappeler rapidement la nouvelle réglementation F3? Bah c'est des nouvelles voitures qui sont censées être plus modernes, plus sécures, plus safe, etc. Maintenant, on a eu des rendus 3D, enfin on a eu aussi un modèle d'exposition de la F3, mais on ne sait pas comment la voiture va se débrouiller en piste, hein. On ne sait pas à quel point elle sera fiable. D'ailleurs, il y a fort à parier qu'elle sera pas fiable au début, hein. Voilà, cette saison de F2 atteint des sommets en termes de fiabilité et pas que au niveau du moteur. Oui, pas que au niveau du moteur. Il y a aussi d'autres soucis, mais c'est normal. C'est la première année d'une voiture. C'est des risques qui arrivent. On avait eu pareil en F4 France quand il y a eu la nouvelle Migale qui est arrivée, mais c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, Josh Dufay, il est si bien financièrement, il me semblait qu'il est bof, mais s'il a un siège chez Hightech, je sais pas, hein. Pour moi, voilà, Dufay, ça m'a aussi beaucoup surpris, hein. À effet de sol, je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, euh... En tout cas, je crois qu'il y aura toujours le DRS. Il y aura toujours le DRS. Est-ce qu'il y a l'effet de sol? Attendez. En vrai, si, logiquement, si. S'ils l'ont fait pour la F2. Le but, c'est aussi de préparer pour les étapes d'au-dessus, et notamment la F1.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? De design, philosophie, machin, best opportunity, blablabla, same safety systems, affordable costs. Quand on parle d'un championnat qui va en Australie, j'ai du mal à y croire. Le moteur Mechachrome, Aramco, il y a des nouveaux pneus avec des pneus un peu plus grands, des pneus de 16 pouces. Has been designed to boost overtaking capabilities. Donc, a priori, ça va favoriser les dépassements. Enfin bon, après, de toute façon, ils disent ça à chaque fois. Le cockpit a été amélioré. Il y aura toujours le DRS. Attends, ils parlent pas vraiment du ground effect. Ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Alors là, je suis sur le site officiel de la F3. Bah, ils ont pas l'air d'en parler, hein. F3 effet de stall, ground effect. Ça va, l'ancienne F3 était cool déjà. Ouais, mais moi, l'ancienne F3, je l'adorais. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Hein. La F2 a effet de sol, mais pas la F3. Hein. Ah, pas la F3. C'est peut-être pas plus mal, je sais pas, vu la réussite toute relative qu'est la F2. J'ai décidé d'ailleurs il y a une semaine de drop tous les agendas possibles en sport auto, étant donné que je suis fan d'un chômeur, je vais devenir bienveillant. Oh. Après, c'est ce qui fait ton charme aussi, on va dire, Vettel Spin. Bon. Donc bon, on verra ce que ça donne ces futures Formule 3. Il y a aussi eu des tests en FRECA. A priori, certains pilotes auraient fait forte impression, comme Taito Kato, notamment chez Hard Grand Prix. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Kiefer, je crois. Je sais pas qui sera dans la troisième ART. Gilter, oui. Kato, a priori. La troisième ART, je sais pas. Est-ce que ça peut être Kadatoli qui va faire le Grand Prix de Macao, qui a de l'argent, pourquoi pas. Percy, tu t'es fait prendre ta veste sur Twitter à cause de ton tweet sur la F3. Ouais, je suis d'accord. Écoute, j'ai gagné plus de 50 followers avec ce tweet, donc je ne regrette rien. Mais surtout, en plus, moi j'y crois. J'y crois vraiment que, en tout cas, je pense pas que c'est la meilleure grille de l'histoire de la F3 qu'on aura en 2025, mais c'est franchement, moi je suis ultra hype, et pour moi c'est l'une des toutes meilleures grilles. Je pense que c'est moins bon que 2020 ou 2022, mais pour moi, Anas EC qui nous dit Evan Gilter a fait le Grand Prix de Macao. Là, comme souvent les gens qui sortent des infos, qui sortent des phrases comme ça dans le chat, il y a deux théories. Ou soit c'est ou soit c'est des gens qui ont oublié le point d'interrogation à la fin et qui posaient juste une question, ou soit c'est des gens qui ont des petites infos, qui sont proches des vannes, etc. Mais en tout cas, j'espère que c'est la deuxième option, puisque honnêtement, j'adorerais. Et voilà, ma hype ne ferait que de décupler pour le Grand Prix de Macao en tout cas, donc j'espère. Source le cousin d'Evan qui est mon meilleur ami. Et bah on remercie tous le cousin d'Evan, et en tout cas, grosse hype. Grosse hype, franchement, Gilter, Deligny, ouais je pense qu'il y aura Naël, hein. De toute façon il a tellement d'argent, j'espère qu'il y aurait Peugeot. Giusti, en soi, est-ce qu'il y aurait pas un monde où Giusti... Je rappelle, j'avais quand même balancé une rumeur Giusti chez Prema. Est-ce que ça peut pas être en vue de Macao? Je sais pas, puisqu'en tout cas, ce sera pas pour la F3 vu que tout a été pris en F3. Je sais pas, ou Giusti chez MP, je sais pas. Ça pue le skip de Giusti, je suis d'accord. Je suis dans le déni, mais je suis d'accord que ça sent le pilote qui veut se focus sur la F3 et qui veut... Et d'ailleurs, enfin voilà, Giusti, on sait que c'est un pilote qui est pas super riche financièrement. Est-ce que tu vas dépenser, je sais pas, voilà, 100 000, 200 000 euros, peut-être même un peu plus, je sais pas exactement, pour un Grand Prix de Macao, alors que tu passes en F3 l'an prochain? Je sais pas, peut-être que c'est 100 000 euros, 200 000 euros qui seraient mieux dépensés sur de la préparation pour de la F3. Andriolo, ça sent le top 10 de Macao. Attends. C'est pas toi le fameux meilleur pote du cousin d'Evan qui va sortir qu'Evan était confirmé en F3 sur TikTok le mois dernier? Oula. Oula, bah du coup, priori non. Hein. Top 10 à Macao. Bah, Andriolo, est-ce qu'il fera Macao? Je sais pas, hein, parce qu'a priori, oui, voilà. Petite news de la semaine, Andriolo a l'air de partir chez Aston Martin, chez Comiotu. Je connais pas trop le monde du GT3, j'avoue, hormis les grandes lignes, mais voilà, a priori il a l'air de partir en GT3, visiblement Romain Andriolo. Comme
Comme to you. Ok, ok, comme to you. D'accord, très bien. Dans tous les cas, Macao n'est plus vraiment utile dans une carrière, surtout depuis que c'est plus des F3. Bah oui, c'est plus pour... bah, c'est pour le prestige. C'est pour le prestige. Après, voilà, c'est pas un truc qui va lancer une carrière. C'est pas un truc qui va débloquer ta carrière, mais voilà, c'est le prestige du gagner le Grand Prix de Macao, quoi. Oui, ça devait pas se passer comme ça, le manque de budget. Là, il va vraiment faire le Grand Prix de Macao. Et bah écoute, euh, on te croit, Anas, et on espère que ça va bien se passer en tout cas, hein, puisque voilà, donc ça va enchaîner la Freca à Monza, la finale de la Freca à Monza, puis donc le Grand Prix de Macao en novembre. Il y a aussi eu d'autres tests, il y a aussi eu des tests en F4, les emojis de singes qui se sont perdus, je suis d'accord, j'ai pas relevé mais je suis d'accord. On pourrait avoir un Français pour la finale de la saison de F4 italienne à suivre, peut-être Andrea Dupe qui pourrait faire ses débuts chez PHM X en F4 italienne. Pas grand chose à attendre pour un premier week-end, hein. Ça devrait démarrer doucement avant peut-être un programme à plein temps en 2025. En fait, ça dépend puisque voilà, Andrea Dupe est aussi en discussion avec Campos et MP en F4 espagnol, donc affaire à suivre. On a aussi, évidemment, je vais continuer ce que j'avais fait déjà. Dupe en préparation pour la F3. Dupe, il n'a pas fait une seule course en monoplace, donc d'ailleurs, par rapport à la F4, regarde MP Twitter. Intéressant. Intéressant. Attendez. Ok. Lourd. Homero, c'est pour Jeff Hall ou Raymakers. Ouais, alors, on a les Ferrari Driver Academy au Scouting World Finals, où globalement Ferrari sélectionne certains pilotes dans le monde. Et cette semaine, c'est 4 pilotes, bon il y en a un qui a été rogné mais on s'en fout un peu, puisque je pense pas que c'est lui qui va gagner, vont s'affronter pour décrocher une place à la Ferrari Driver Academy. L'an dernier, c'est René Lammers qui avait été champion, qui avait remporté cette finale et qui avait refusé la Ferrari Driver Academy, puisqu'a priori, par les termes du contrat, il n'était pas super chaud. On a 4 pilotes, Jacobo Martinez, qui me paraît peut-être un peu tendre face à la concurrence. On a Costato Paris, 19 ans, pilote de Freca, pilote de... ouais, voilà, déjà en formule régionale, quoi. Je sais pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Mais on a surtout 2 très gros talents, un Belge et un Britannique. Le Belge, c'est Thibaut Raymaker, j'en ai déjà pas mal parlé, notamment quand Nitram Nitrin, notre fan belge numéro 1, est présent dans le chat. Mais Thibaut Raymaker, il joue peut-être une place dans la Ferrari Driver Academy, c'est l'un des tout meilleurs pilotes de karting, tout simplement. Voilà, 14 ans. 14 ans, première saison en catégorie OK, donc avec les grands. Et voilà, 3ème du championnat d'Europe, tout simplement tout le temps l'un des meilleurs pilotes de karting actuellement à seulement 14 ans. Et on a aussi face à lui Ethan Jeff Hall, un pilote de 16 ans, un peu plus âgé, qui est champion du monde de karting. Mais voilà, c'était un championnat du monde qui se passait en Grande-Bretagne, les Britanniques avaient un avantage, etc. Mais même en dehors de ce biais, il a été champion de Ginetta cette année, un championnat qui a notamment, où c'est des petites GT, qui a notamment formé des pilotes comme Lando Norris, comme, j'en oublie tout plein, mais Lando Norris, quoi, et qui est un peu le premier échelon des formules de promotion britanniques. Les gens commencent pas par la F4, mais par la Ginetta, voilà, qui est une petite GT, Joseph Lowe, voilà, entre autres Zach O'Sullivan, je crois. Je crois pas que Russell a fait la Ginetta, mais en tout cas Norris oui. Ethan Jeff Hall qui avait aussi impressionné pas mal de monde à Field Racing, mais qui s'était concentré sur la fin de saison de karting. Et vu qu'il a été champion du monde, ça lui a plutôt bien réussi. Ethan Jeff Hall qui a en plus déjà une bourse pour aller en GB4, en F4 britannique low cost. Mais voilà, Raymakers, Jeff Hall, c'est clairement 2 très gros talents. Je ne sais pas qui va gagner. J'espère Thibaut Raymakers, car bon bah belge, déjà ça rafraîchit un peu. Et les Britanniques, on en a un peu trop, j'avoue. Et voilà, Raymakers, j'ai de très gros espoirs en lui. Anthony, j'espère que Evan nous fait une Anthony qui est une top team qui est le sponsor, pas Williams. En tout cas, j'espère qu'il sera dans une bonne équipe surtout. O'Sullivan a des spawns d'une manière aberrante. Ouais, bah alors,
Ouais, et visiblement, ça n'a pas laissé des très bonnes relations entre Williams et ART, de ce qui se murmure, et c'est en partie pour ça que Justin n'a pas filé chez ART comme la logique l'aurait voulu. On se rappelle Justin quand on l'avait invité sur la chaîne il y a quelques mois maintenant, enfin pendant la pause estivale. Franchement, dans le sous-texte, ça paraissait évident qu'il allait chez ART en F3. C'était même pas une, enfin voilà, c'était sa famille quoi. C'était sa famille. Luke, du coup, il fait quoi? A priori, F2 chez Hightech. F2 chez Hightech, un Browning qui devrait faire équipe avec Dino Beganovic. Evan, il y a des écuries qui le veulent dans leur giron. Je sais qu'il est surveillé par des équipes maintenant, enfin, et que, oui, voilà, il y a des équipes qui le surveillent. J'en connais notamment une, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça va. Si des choses vont bouger d'ici l'an prochain ou voilà, je sais qu'il y a des personnes, des responsables d'académie qui le surveillent. Maintenant, voilà. Mais attends, attends, Vettel Spin, juste pour toi, voilà, la petite grille de F2 qu'on avait avec les LED d'Auto Hebdo. Vas-y, fais un screen ou tout simplement tu vas sur la chaîne YouTube Percy VOD, la rediffusion arrivera dans la soirée. Et aussi, Badoer, il va pas être Mercedes Academy l'an prochain. Mercedes Bah non, il a signé chez McLaren. Brando Badoer chez Prema. Et. Non, pas Mercedes, non, McLaren. Ça me fait peur. Ouais, bah la F2, il y a de quoi avoir peur. Évidemment, je vais continuer la propagande Andy Consani, car depuis le vol du volant Richard Mille, d'ailleurs, petit droit de réponse, j'ai eu une réponse de la part d'un des jurés du volant Richard Mille. Alors, pour ceux qui n'ont pas le contexte, Andy Consani, c'est un Français de 14 ans qui a participé au volant Richard Mille pour avoir une place en F4 espagnol chez MP Motorsport, qui aurait potentiellement lancé sa carrière, etc. Andy Consani a été absolument aberrant, enfin genre voilà, il a explosé tout le monde avec 3 dixièmes d'avance en qualification, en course, en essai c'était encore plus. Enfin, voilà, il a éclaté tout le monde, y compris les pilotes qui en étaient pourtant à leur deuxième année dans ce volant Richard Mille, et pourtant c'est le troisième plus rapide, qui était donc à 2-3 dixièmes, voire 4 dixièmes, qui a été déclaré vainqueur, car voilà, il y a eu un droit de réponse de ce juré du volant Richard Mille. D'autres critères entrent en compte en dehors de la vitesse, et que le but c'est aussi de voir qui sera le meilleur pilote à long terme, etc. Et voilà, qu'il y a d'autres critères en interne, comment dire, il y a des tests physiques, des tests mentaux, des choses de marketing, des choses comme ça, etc. Au final, c'est un peu ce que j'avais déjà dit, hein, qu'il y avait d'autres critères, pas que sportifs, mais ça pour moi, c'est des critères qui peuvent entrer en compte quand il y a quelques millièmes, oh ma lampe, quelques millièmes, quelques centièmes de différence. Pas quand t'as 3 dixièmes et demi de différence. Donc je suis désolé, enfin voilà, je partage ce droit de réponse et je me doute que ça doit pas être évident d'être un juré avec voilà potentiellement d'autres critères qui entrent en compte, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère largement Feed Racing où c'est le plus rapide qui gagne. Il n'y a pas de nanani, pas de nanani, pas de nanana, c'est le plus rapide qui gagne. Et ça aurait été cool pour Andy Consani. Et Andy Consani, il a retenté sa chance dans un autre volant. Pour avoir sa chance en Ginetta, on en parlait justement, de la Ginetta, donc pour débuter dans les formules de promotion britanniques avec ses petites GT pour ensuite passer en F4, etc. Et il a encore une fois été très 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 impressionnant, donc c'est pour ça que je suis obligé, c'est pour ça que j'en parle hein, dans Andy Consani, j'en parle beaucoup. Non mais franchement, c'est juste des gens sur Twitter qui like mes tweets sur lui quoi. Depuis 1 an et demi, on va dire, pour Evan. Si Fid était honnête, Dehan n'aurait jamais gagné, ça aurait dû être Sibilia. Alors moi, en plus j'étais proche de Thomas Sibilia. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais je suis d'accord que oui, Homero, oui Homero. Je suis d'accord que pour moi, voilà, Thomas Sibilia avait vraiment un truc en plus. J'aurais toujours un petit goût d'inachevé, mais Robert Dehaene quand même il montre actuellement son talent en Porsche Super Cup.
Andy Consani, voilà, il a été absolument impressionnant. Contrairement à beaucoup de ses rivaux, c'était la première fois qu'il roulait dans ce type de voiture et il a été exceptionnel. Il a été 3 dixièmes plus rapide lors des premières tentatives et lors des deuxièmes tentatives. Malheureusement, il s'est un peu loupé. Il s'est un peu loupé et il a été 2 dixièmes moins rapide que le premier. Donc la victoire n'était pas évidente comme au volant Richard Mille, donc pas de souci. Le souci c'est que il y avait un groupe de 3 qui se battait pour la victoire avec voilà Andy Consani notamment. Le truc c'est que voilà, a priori c'est le 4e qui a gagné, donc bon, ça fout un peu le seum ces volants où c'est pas les plus rapides qui gagnent. Et ça, oui, il y a d'autres critères qui entrent en compte, etc. Mais je suis désolé, c'est chiant, enfin vous faites pas des volants si c'est pas le plus rapide qui gagne, tout simplement. Enfin, s'il y a d'autres critères qui entrent en compte, bah voilà, embêtez pas les gens, embêtez pas les gens et faites pas croire que tout le monde a une chance égale, voilà. Mais donc, a priori, voilà, la victoire de Consani n'est pas si évidente non plus, mais voilà, ça aurait peut-être un petit peu moins gueulé si ça avait été les autres, le 2e ou le 3e, ou le premier, 2e, enfin voilà, c'était assez proche, mais voilà, la victoire se disputait, mais au final, c'est aucun des 3 qui a gagné, donc bon, voilà. Consani va devenir le chouchou du chat. Et la propagande est en marche. La propagande est en marche. Et on va pas lâcher, puisque voilà, c'est pas évident pour qu'il ait sa chance en monoplace, mais au vu de ce qu'il a montré, il la mérite à 100%. On va se cotiser, payer un volant à Consani. Bon, je sais pas pour vous, mais voilà, moi le mieux que je puisse faire, c'est pas avec mon salaire d'interne que je vais pouvoir que je vais pouvoir payer un volant à Consani, mais voilà, la F4 France, ça se fait non. Ça discute. Je discute aussi. je discute aussi un peu. Je discute aussi un peu. Voilà. Et voilà, j'espère qu'Andy Consani aura sa chance quelque part. Et voilà. En F4 France, s'il arrive en F4 France, mais alors la propagande que je vais faire, ça va être dur de rester objectif dans mes articles sur Feeder Series. Mais bon, on s'égare un petit peu. On va se quitter sur pas tant les horaires. La FFSA devrait offrir un siège à Consani pour être honoré de l'avoir. Alors, bon, c'est un peu tôt, mais peut-être que l'an prochain je vous raconterai des choses, mais je suis d'accord. Pour moi, ça peut être qu'une plus-value pour le championnat. Ça peut être qu'une plus-value pour le championnat d'avoir des top pilotes comme ça. Enfin, voilà, tout simplement. C'est lui qui avait des liens avec Prema? Non, c'était Andrea Dup. Andrea Dup qui est plutôt en discussion maintenant avec MP, Campos et PHM du coup. Et qui pourrait faire la finale de F4 italienne dans une dizaine de jours désormais à Monza avec eux. Peut-être, on verra. La propagande marche bien, personnellement j'ai commencé à le suivre. Un de plus dans le train, allez c'est bon. Elias Iglesias, ça dit quoi? Elias, je ne sais pas, il faudrait que je le recontacte puisque je sais qu'il avait fait des tests F4 avec RS, mais c'était fut un temps, et pour moi, il ne va pas en F4 chez RS, car c'est un peu complet. Iglesias, ça continue de tester en F4, et ça continue de tester avec Winfield. Donc, pour moi, c'est typiquement un pilote qu'on trouvera en F4 France, et quand même hype. Je suis quand même hype. Puisque Iglesias c'est quand même un énorme nom en karting, l'un des meilleurs noms du karting français. Maintenant c'est vrai qu'il m'a un peu déçu au volant Richard Mille, donc je reste un peu tempéré le concernant. Qui a win le volant RS? Je te répondrai en DM, mais il se pourrait que c'est un pilote pour lequel j'ai fait une propagande et qui gagne un peu tout. Enfin, qui gagne un peu tout, mais non. D'ailleurs, Percy Joseph Logue va faire de l'USF Pro 2000 au final l'an prochain. Je savais pas le championnat de l'an dernier. Ok, attends, est-ce que je savais cette info? Peut-être. J'étais à recordé, Iglesias, les deux ont flop. Oh non, non, va falloir qu'on finisse le live. Vettel Spin a repris ses mauvaises habitudes. Non, non. Bon, je vous laisse pas avec les horaires, puisque tout simplement, il n'y a pas grand chose en dehors du Grand Prix des États-Unis de F1. Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose en formule de promotion. Les formules de promotion asiatiques, il y a de la F4 japonaise, chinoise, indienne. Bon, honnêtement, on va pas suivre ça de très près, je vous avoue. Il y a l'Euroformula, on s'en contrefiche. Joseph a testé à Indiana. Ok, d'accord. Bon, écoutez. En fait, voilà le programme de toute la fin de saison. Esteban Masson joue son titre en ELMS. C'est vrai qu'il a pris la tête du championnat, je crois, si je dis pas de bêtises.
Il a pris la tête du championnat. Il y avait le championnat du monde KZ le week-end dernier, oui, en karting, donc avec vraiment les pros, avec les adultes, avec les... Voilà, ça s'est pas si bien passé que ça pour nos Français, on va dire. Jérémy Iglesias, qui jouait le podium, n'a pas fini dessus. Alors je me rappelle plus son classement final. Je sais qu'il était 5ème après le premier virage, mais je sais pas si ça a bien fini. Je sais qu'il y a quand même en KZ2 Masters, donc pour les plus de 35 ans, un Français a décroché son titre de champion du monde avec Anthony Abbas. Voilà, champion du monde de karting à 35 ans, donc félicitations à lui. Ouais, il y a les FIA Motorsport Games à Valencia, 100 pilotes français. On n'en a pas parlé des FIA Motorsport Games, mais clairement, je vais pas beaucoup en parler, puisque il n'y a pas de français, il n'y a pas de nom très intéressant en fait au final. Il y a pas d'italien, il n'y a pas d'allemand, il y a énormément de nations majeures du sport auto qui manquent, et c'est dommage pour une compétition qui veut être les JO du sport automobile. Ouais, je crois que Jérémy Iglesias a fait 5ème, donc l'oncle de Louis Iglesias. Donc les FIA Motorsport Games, écoutez, c'est cool, hein. Il y a le Mozambique, il y a Angola, c'est bien. En vrai, c'est bien qu'il y ait des nations atypiques, mais c'est pas représentatif, quoi. Enfin... Gérassi, pardon, ok. C'est nul d'avoir fait les Motorsport Games le même jour que la Freca et la F4 italienne. Ouais, non, franchement, c'est... Clairement, essaye d'attirer le moins de pilotes possible, tu prends cette date, hein. C'est un peu cata. Donc oui, il y aura Chester Kiefer pour le Luxembourg, donc ça sera... Bon, c'est quelque chose qu'on suivra, évidemment, pour lui. Après ce week-end, donc voilà, de finale de Freca, de finale de F4 Italie, de FIA Motorsport Games, un peu de repos, puis ensuite la finale des formules de promotion espagnoles, puis ensuite le week-end après le Grand Prix de Macao avec Enzo Dellini, au moins côté français, et on l'espère, Evan Gilter, Enzo Peugeot, Alessandro Giusti, et ouais, a priori c'est tout au maximum normalement. Ensuite une semaine de repos, puis ensuite le double header final avec la F2 et la F1 Academy, et la F1 bien sûr, à Losail, au Qatar et à Abu Dhabi. C'est quand la finale de F3? Ouais, non, mais en vrai, la F3, ça finit tellement tôt comparé à ça, enfin, début septembre, quoi. Enfin, ça permet après aux pilotes de F3 de faire leur début en F2, mais bon, c'est un peu dommage pour les pilotes de Freca qui peuvent pas faire ce même move et passer en F2. Et passer en F3, pardon. Écoutez, on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Petit live chill, c'était pas censé durer 1h30, mais au final, il y a tellement de... Vous êtes tellement actifs, il y a tellement de choses à dire, je rebondis sur tellement de messages qu'au final, voilà, on fait des lives d'1h30. Jérémy fait P25, il a abandonné. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, mais j'avais vu qu'il jouait pas la victoire, donc du coup, j'ai arrêté. Tiens, je me demandais pourquoi la F2 roule pas à Austin. Les coûts. La logistique, etc. Hein. La F2, la F3 va pas en Amérique puisque c'est méga cher. C'est méga cher. Et déjà, c'est un peu une aberration d'aller en Australie. Voilà, si en plus on va dans tous les continents, etc., ça devient compliqué, quoi. Pourquoi tu suis les formules de promotion et moins l'endurance ou le GT? Tout simplement parce que je suis fan de F1 avant tout. Et je sais pas, depuis 2012, donc quand j'avais à peu près 12 ans, j'ai commencé à suivre Pierre Gasly et Esteban Ocon, et voilà, de les suivre, de voir ces pilotes grandir, etc. L'endurance, le GT aussi, ce qui me gêne un peu plus, c'est qu'il y a plusieurs pilotes pour une même voiture. Donc par exemple, je sais, moi je suis plus un fan de pilote. Je suis un fan de pilote, je suis pas un fan d'équipe ou d'équipage ou de... Par exemple, je suis fan d'aucune équipe en F1. À la rigueur Alpine, mais bon, maintenant ça a volé en éclats, vous vous en doutez. Donc c'est ça, l'endurance, le GT, j'ai du mal à être, à moins qu'il y ait vraiment 3 pilotes dont je suis fan qui sont qui sont dans le même équipage, mais ça a très peu de chances d'arriver. Voilà, j'ai du mal à vraiment être à fond dedans. Je suis d'un œil distrait tout ça, et c'est cool quand Matteo Capito et Esteban Masson, quand ils ont gagné en European Le Mans Series il y a quelques semaines, j'étais très content pour eux, mais voilà, c'est pas la même chose. Après voilà, je leur souhaite tout le meilleur. Moi, mon filon, mon rayon, et sur lequel je m'y connais le plus, c'est les formules de promotion pour aller en F1 ensuite. Et voilà, si ça va pas en F1, ça va ailleurs, ça devient pilote pro, ça fait des grandes carrières, mais sans moi, en quelque sorte. Ou alors juste en tant que fan de loin, quoi. Ouais, Nils Coulen qui allume Frédéric Vesti, ouais. Bon, ouais, l'endurance, le GT, ça crée des trucs un peu bizarres quand même. Ça crée des trucs un peu bizarres. Mais bon,
En formule de promotion ici, on a des trucs bizarres, c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Écoutez, pas de live a priori ce week-end, puisque je vois pas trop sur quoi on pourrait live, à moins qu'on fasse un live réaction de Liam Lawson qui éclate tout le monde, et du coup on fait la fête, parce que ça veut dire qu'Isaac Adjar ira en F1 chez Vcarb, je ne sais pas, je m'emballe peut-être un petit peu. En attendant, passez à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, un très bon week-end de course, la F1 est de retour. Pas encore les formules de promotion, mais au final les formules de promotion s'arrêtent jamais car il y a toujours des tests. On va tous soutenir et haïr Lawson en même temps, c'est exactement ça. T'as tout compris. T'as compris la DA, t'as compris la direction de la chaîne. Donc voilà, écoutez, très bonne soirée à tous et très bon week-end. La F1 de retour, bye bye.